Ok, bienvenue tout le monde, épisode 6 normalement si tout va bien de Sit and Talk. Bienvenue à toutes et à tous et merci déjà pour tous les retours que vous avez fait sur le premier épisode. J'attendais pas autant de retours donc c'est vraiment cool. Ça motive pour en faire d'autres. Aujourd'hui, premier invité féminin, je suis vraiment super content, il en faut plus. J'accueille Camille Fabier. Salut Camille. Salut, Tu vas bien ? Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Merci à toi surtout d'avoir accepté. Aujourd'hui, on va parler de motivation puisque tu es coach pour les entrepreneurs, c'est bien ça ? Exactement. Ok, donc je vais te demander un petit peu de te présenter parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne te connaissent pas. Et puis, comment t'es venue à cette idée de boulot, quoi ? Eh bien, aujourd'hui, je suis coach de vie. Donc, j'ai choisi ce métier-là parce que j'adore accompagner les gens dans leurs objectifs. En gros, coach de vie, c'est que je vais aller aider des personnes qui sont motivées et qui sont déterminées à évoluer. Donc, plutôt sur l'aspect professionnel, mais chacun peut le bosser à sa manière. Donc, tu vas avoir des coachs spécialisés dans la vie de couple, par exemple, des coachs spécialisés dans la vie perso, l'épanouissement personnel ou la quête d'un nouveau métier. Moi, j'ai choisi les entrepreneurs. Okay. Pourquoi les entrepreneurs ? Parce que ce sont des personnes dont le profil m'intéresse énormément, parce que ce sont des gens motivés qui souvent ont réussi à passer au-delà de certaines barrières de la société, des attentes de leur famille, leur entourage et tout, et qui par passion et par réelle motivation pour le coup, ont réussi à créer quelque chose qui leur correspond davantage. Ok, voilà. Et qu'est-ce qui t'est amené à choisir cette voie, du coup, c'est une reconversion ? C'est une reconversion, ouais. Okay. En fait, à la base, j'ai fait mes études pour être chef de projet dans une agence événementielle. Donc, j'organisais plein de voyages, je partais avec les entreprises à droite et à gauche, en séminaire. J'avais une vie pro plutôt sympa déjà. Et quand le Covid est arrivé, on s'est retrouvés à ne bosser qu'une journée par semaine avec le chômage partiel. Et clairement, passer de l'événementiel à bosser beaucoup à une journée par semaine, c'était hyper dur. Ouais. Donc, j'ai commencé à faire des petites vidéos sur YouTube, à partager avec mes potes, etc. pour qu'on se rebooste entre nous pendant le Covid, pendant le confinement surtout. Et puis, j'ai une amie qui m'a dit « Mais tu sais, Camille, ce que tu fais, c'est un métier. » Donc, j'ai dit « Ah bon, c'est pas possible. Là, je fais ça pour le plaisir, c'est facile, j'aime ce que je fais, j'ai des retours super sympas. C'est pas possible que ce soit un métier, quoi. » Et j'avais pas du tout envie d'être influenceuse non plus, donc c'était pas le bail. Elle me dit si, regarde, coach de vie sur Internet, ça existe. Et puis je me suis rappelé qu'en 2013, il y a quelques années, du coup, j'avais en effet vu un coach qui m'avait parlé de ce métier-là, mais ça m'était pas resté. Tu l'avais vu quand tu bossais dans l'ancienne entreprise. Okay. Oui, exactement, parce qu'avec ma boîte, je partais au Japon. Okay. Et à l'époque, 12 heures de vol avec 170 personnes que je ne connaissais pas, ça m'angoissait. Et j'avais justement vu ce mec-là pour booster ma confiance en moi à ce moment-là et pour gagner en posture, tu vois. Okay. Et ça avait été génial. Enfin, en 3 séances, le mec, il m'avait complètement fait comprendre que je risquais rien, que j'avais été capable. Ouais, ça t'a aidé vraiment. Il m'a reboosté de ouf. Okay. Et donc, 15 jours après cette discussion, j'étais inscrite à une école de coaching. Ah ouais, carrément. Direct, ça t'a changé, switché comme ça. Ouais, ça a switché. En fait, à partir du moment où j'ai ouvert les yeux, où je me suis dit, ah ok, c'est possible. Et ce que je fais peut être un métier. Genre, je peux gagner ma vie en me faisant plaisir. Je me suis dit, mais c'est pas possible autrement. Donc, je kiffais déjà mon métier d'avant, mais dans les séminaires ou les événements d'entreprise, je n'allais pas au bout du truc. Donc, les clients arrivaient avec un besoin, je créais l'environnement pour que leurs besoins soient comblés, et puis une fois qu'ils repartaient chez eux, on envoyait la facture et ça s'arrêtait là. Ah, d'accord. Et moi, j'avais besoin d'avoir plus de profondeur, quoi. Ouais, les accompagner encore plus sur leur développement. Ouais, exactement. Ok. Et du coup, aujourd'hui, tes journées ressemblent à quoi ? C'est quoi ton client type ? Alors, mes journées, il n'y en a aucune qui se ressemble, déjà. Oui, je me doute bien, mais quel est le type de clientèle que tu coaches ? Les entrepreneurs, plutôt, alors là, axé tout ce qui concerne le bien-être, parce que j'ai créé une petite communauté avec quelques amis à Royan, justement. On est une 50aine de nanas entrepreneurs dans le bien-être. Donc, forcément, comme je suis avec elles de manière régulière, c'est une catégorie d'entrepreneurs qui me plaît aussi et avec qui j'ai le contact facile. Maintenant, ça peut être tout le monde et n'importe qui à partir du moment où y a un gros, comment on appelle ça ? Une base solide. Ouais. Les gens sont impliqués, motivés surtout, où ils ont trouvé du sens en fait à évoluer parce que c'est pas facile. Ouais, et puis il faut arriver à cibler le besoin aussi. Il faut arriver à cibler le besoin, ouais. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir besoin de coaching, mais ils ne savent pas forcément dans quel domaine. C'est ce que j'allais te dire. Il faut arriver à cibler le besoin quand le besoin n'est pas clair déjà chez la personne. Bah ouais. Mais en fait, en coaching, c'est plutôt une sensation, en tout cas en ce qui me concerne. Les gens qui
qui me contactent ont plutôt cette sensation de ne pas être alignés, donc c'est-à-dire ne pas se sentir un peu en cohérence avec ce qu'ils ressentent, ce qu'ils font. Il y a une différence entre leur comportement et leur schéma de pensée, et ça les gêne. Et au bout d'un moment, c'est trop. Et c'est quand c'est trop que ces gens-là m'appellent en me disant « Là, Camille, j'en peux plus. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. J'ai besoin d'aide. » C'est souvent ça. Donc toi, tu peux aider, par exemple, à structurer une entreprise ou un entrepreneur. Ouais. Moi, j'aime à dire que je travaille le mindset autant que le business. Mais pas le business. Mon objectif, c'est pas de leur faire gagner des 100 et des 1000 ou d'avoir une année à 6 chiffres. Ça m'intéresse pas. Non, mais s'y retrouver psychologiquement. Exactement. Déjà. C'est travailler la posture entrepreneuriale avec des valeurs qui correspondent à l'être humain qu'il y a derrière le business. Parce que justement, moi, mon intérêt, c'est qu'il y ait une cohérence entre tout ça. Le business et le mindset de l'entrepreneur. Tu vois, qui puisse se lever le matin en se disant là je sais pourquoi je fais tout ça, je suis content ou contente de le faire, je suis fière de ce que je fais et j'avance et je suis déterminée, quoi. C'est hyper important. Ouais. Et donc du coup tu t'es lancée, tu as fait une formation pour ça? Ouais, j'ai fait une formation. Il y a eu beaucoup de formations sur internet. Il faut savoir qu'aujourd'hui le métier du coaching, on peut être coach, tu peux être coach demain. Tu peux te réveiller demain, faire monter ta boîte de coaching. C'est un petit peu ce qu'on fait avec ce format aussi, hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas du coaching, mais tu coaches les des conversations graines, qu'on a indirectement peuvent aider d'autres personnes. Exactement. Donc c'est une forme de coaching aussi. C'est une forme de coaching. Ouais. Mais aujourd'hui, tout le monde peut être coach. C'est pas un métier qui est reconnu en France. Donc moi, j'ai fait ce choix d'être formée parce que c'était important pour moi de gagner en expérience, en outils aussi, parce que je suis quelqu'un de très créatif. Donc je vais pas aller coacher juste comme ça. Ouais, et puis ça te conforte aussi dans l'idée que ce métier est fait pour toi aussi. Ouais, aussi. Le fait de franchir le pas et de faire une formation, c'est quand même une étape. Tu aurais pu très bien ne pas la faire. Exactement. Ouais. Oui, puis quelque part, j'avais besoin de passer ce par quoi mon client allait passer. Tu vois, donc tous les outils, je les ai testés. J'ai travaillé sur moi, tout ce que je propose aux gens de travailler sur eux. C'est-à-dire que entre le moment où j'ai commencé la formation et le moment où j'ai terminé, j'ai quand même changé de ville, de mec, de maison, de métier. Ah oui. J'ai tout changé. Ah d'accord. Et tout ça, c'était pas voulu. Hein. C'est juste que le coaching permet d'ouvrir les yeux sur qui on est, qui on a envie de devenir. Et forcément, sur le chemin, ça fait pas des dégâts, mais il y a des choses qui changent. Tu fais du tri dans ta vie. Tu fais du tri dans ta vie. C'est vrai, Et c'était important de faire ce tri-là avant de demander aux autres de le faire, parce que forcément, moi j'avais besoin d'être cohérente aussi avec mon discours, tu vois. Bah ouais, parce que tu peux pas être dans la position où tu fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Exactement. C'est ça. Il faut appliquer ce qu'on dit à soi-même avant de le faire appliquer aux autres. Parfois, c'est le cas. Hein. Je te cache pas que je dis beaucoup de choses et certaines choses que je fais pas non plus pour moi parce que c'est plus facile de le dire que de le faire. Mais c'est important d'être le plus aligné possible et de croire en ce qu'on dit, parce que dans le métier du coaching, même si on ne conseille pas, on va quand même aller chercher des choses chez les autres qui sont pas forcément évidentes à trouver. Donc moi, mon job, c'était aussi de faire ce travail-là sur moi avant. Et est-ce que même au fur et à mesure du process de coaching que tu peux avoir avec d'autres entrepreneurs, est-ce que ça t'apprend encore des choses sur toi? Ouais, complètement. Tu as ce que j'appelle la synchronicité, tu as une belle synchronicité. Donc, quand je coach quelqu'un, c'est très, très rare que ça fasse pas écho chez moi. Ah d'accord. Tu vois. Ouais, okay. Donc après c'est intéressant ça. Ouais, c'est super drôle. C'est vraiment, on se dit oh punaise, t'as envie d'en placer une, t'as envie de te dire tiens, je comprends ce que tu vis, mais t'as pas le droit. Parce que t'es pas censé donner ton avis ni des conseils. Mais c'est hyper intéressant parce que forcément, mon travail de cible a été très profond. J'ai bossé pendant des mois sur qui je voulais accompagner. J'ai fait des interviews téléphoniques avec plusieurs personnes ciblées pour savoir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. Et là, mon travail de cible aujourd'hui se rapproche beaucoup de qui j'étais il y a quelques mois ou années. Donc c'est ça où c'est très intéressant parce que je suis devenue la personne sur laquelle moi j'aurais aimé tomber en fait. Ok. Tu vois. Ah ouais, ok. Au niveau entrepreneurial, c'est-à-dire que au début, quand tu te lances, peut-être même toi tu l'as vécu, quand tu te lances, il y a tout un tas de questions, tu as tout un tas de responsabilités, les démarches administratives, et puis la cible et comment atteindre son client et comment rester motivé. Un matin, t'as pas envie de te lever, personne va t'appeler pour te dire « Hé Nico, lève-toi ». Donc c'est ce truc-là qui est hyper important dès le départ. Et le coach est aussi là pour ça, pour trouver le sens à te lever le matin à 7h quand tu as envie de dormir jusqu'à 10 et qu'il n'y a pas ton réveil qui sonne. Quoi. Ok. Et du coup, les retours que tu as suite à tes coachings, ils sont comment ? Ils sont très émouvants, en tout cas pour moi. Ouais. Okay. Ils sont très émouvants parce qu'il y a un gros changement qui s'opère à chaque fois. Ouais. Même si ce n'est pas la volonté de la personne, on ne vient pas pour changer de vie. Moi, je ne change la vie de personne. Non, mais pour évoluer un état d'esprit. Pour évoluer, ouais. Et en fait, c'est comme si tu ouvrais des cases mentales. Tu vois, tu ouvres des cases, mais tu peux plus les refermer. Quand tu les as ouvertes, elles sont ouvertes. Donc, forcément, ça change des choses. Okay. Et c'est très émouvant parce que tu vois une personne qui s'épanouit, qui s'ouvre, qui ose aussi.
Ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Quand j'ai quelqu'un en briefing, au début de chaque séance, on fait un petit briefing de 10 minutes sur ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Et quand tu as des gens qui te disent, tiens, suite à notre conversation, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je me suis mise en mouvement, j'ai été voir un tel, j'ai téléphoné à machin, tu dis waouh. Et ça, c'est grâce à toi? Grâce à la discussion. Ouais, grâce à ce que tu peux leur apporter. Ouais. Quoi. Okay. Mais moi, je leur apporte, si tu veux, je sème une graine et c'est à eux d'entretenir leur graine. Ouais, bien sûr. Donc, oui, parce que c'est ça qui est magique. T'es pas une baguette magique qui va soudainement faire changer leur vie. C'est juste que tu apportes les outils ou une ouverture d'esprit qu'ils n'ont peut-être pas avant de te contacter. Ouais, tu me disais tout à l'heure que ton métier n'était pas assez reconnu. Dans quelles circonstances? Comment ça? Déjà, quand tu es coach, tu n'as pas de certification tu as une certification RNCP qui est possible, mais tout est question d'argent, de formation, etc. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui se lance sans formation peut tout à fait être coach sans être reconnu par l'État ou certifié. Voilà, ce sont des métiers qui, en soi, n'existent pas vraiment. Pas encore, en tout cas. Ok. Et est-ce que tu sens qu'il y a une tendance à l'évolution? Je pense que ça vient. Maintenant, ça dépend surtout de la mentalité des coachs. Tu as des coachs comme moi pour qui ça va être important d'être certifié, d'avoir un diplôme, d'avoir écrit un mémoire. J'avais un nombre d'heures de coaching à réaliser avant d'être certifié. Ah, pour moi, c'était important parce que c'est un gage de crédibilité. Bah oui, bien sûr. Mais tu en as beaucoup pour qui c'est pas utile. Les diplômes, c'est surfait. Les études, c'est pas nécessaire. On apprend sur le tas. Tu as plein de personnes qui pensent comme ça. Et c'est OK pour elles. Donc, il y en a un peu pour tout le monde. Maintenant, est-ce que ça va évoluer? Je ne sais pas trop. Au départ, j'étais assez sceptique sur le fait de ce besoin de certification. Là, aujourd'hui, je suis très contente de l'avoir eu. Je suis totalement OK avec le fait que certains n'en ont pas besoin. Je pars du principe qu'à partir du moment où on est intègre et on est ce qu'on appelle congruent, ça veut dire qu'il y a une cohérence entre ce qu'on fait, ce qu'on dit et ce qu'on ressent. Ouais. Toute personne peut être un bon coach si vraiment il y a une bonne intention derrière. Parce qu'on ne donne pas d'avis, on ne donne pas de conseils. On n'est pas là pour guider quelqu'un à aller vers quelque part. On est là pour les aider à aller vers là où ils ont envie d'aller. Donc, la responsabilité, elle est autant dans les mains du coach que dans les mains du client. Ok. Et est-ce qu'il y a plus de coachs? Parce que je pense qu'il y a aussi plus de demandes. Il y a beaucoup de coachs. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et de plus en plus, il y a beaucoup de jeunes qui veulent vivre de leur passion. Ce fameux dream qu'on a tous, mais que personne n'ose faire au final. Mais je pense que maintenant, il y en a de plus en plus. Donc, est-ce que ça a un lien avec le fait qu'il y ait peut-être plus de coachs? Je ne sais pas s'il y en a plus. C'est possible. Mais il y en a de plus en plus. Il y a plus de demandes. Il y en a de plus en plus, ça c'est sûr. Il devrait y avoir plus de coachs, logiquement. Ouais. Moi, quand j'ai commencé, j'avais très peu de coachs autour de moi. J'en avais quelques-uns, mais qui avaient déjà la quarantaine passée. D'accord. Donc, c'était des personnes qui étaient mentors dans les écoles, par exemple, où j'ai été dans les écoles de commerce. Ou bien, ils avaient déjà une carrière avant et ils sont devenus coachs parce que, de par leur expérience, ils ont estimé qu'ils étaient en mesure maintenant d'accompagner les gens. Est-ce qu'ils faisaient genre des séminaires, des talks, des trucs comme ça? Oui, il y en avait, ouais. Et là, aujourd'hui, j'ai l'association, donc on est 2 ans plus tard, du coup. 2 ans plus tard, il y en a énormément, ne serait-ce que sur Royan, j'en connais 3 ou 4. Ah ouais, d'accord. Après, je pense qu'on n'avait pas conscience qu'il y en avait autant avant parce qu'on ne le cherchait pas. Et comme tu dis, la demande évolue. Parce que depuis le Covid, on a pris conscience de ce qu'on ne voulait plus supporter au boulot, de ce qu'on voulait aussi, de ce qu'on était capable d'avoir. Ouais, donc il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des boulots seuls et ils ont besoin de structure, donc d'où l'intervention d'un coach, quoi. Ouais. Okay. Complètement. Et puis c'est un peu un métier à la mode, j'ai l'impression. Tu vois, sur les réseaux, tout ce qui est vidéo, les réels, le format inspirationnel, les gens ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'être motivés, ils ont besoin d'être inspirés, ils ont besoin d'être guidés parce que tout seul, on n'avance pas pareil. Tu trouves que c'est un effet de mode et pas juste un besoin réel? Je pense qu'il y a des deux. Ah ouais? Mais après, c'est peut-être parce que moi, sur mon Instagram, forcément, je côtoie beaucoup de coachs. Donc, l'algorithme fait en sorte que je tombe dessus. Ouais, bien sûr. Mais je pense qu'il y a un effet de mode. Et aussi un réel besoin. Et surtout un réel besoin même. Ok. Mais parce c'est que vrai si les gens le font, c'est que forcément, ça leur apporte quelque chose. Ils en vivent de ça. Oui, donc complètement. Ça veut dire qu'il y a un besoin derrière tout ça. Oui. Au-delà d'être un effet de mode qui, je pense, est là depuis bien plus longtemps qu'il y a de coachs. Parce que n'importe qui peut devenir coach avec trois mots mis sur c'est ça, une sur photo les réseaux. Insta. Exactement. Mais des réels coachs, oui, je pense qu'il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, ouais. Après, c'est vrai que là, même sur les réseaux, moi, je vois avec Instagram, beaucoup de personnes suivent des coachs pour avoir des conseils. Et Instagram, c'est très consommable, c'est gratuit. Après, de là
à s'engager vers un accompagnement coaching à beaucoup moins de personnes. Bah ouais. Mais il y a quand même une forte demande. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément la demande, c'est la demande motivée. C'est les personnes qui ont un réel besoin et qui sont prêts à aller au bout. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont besoin, qui savent qu'ils ont besoin, mais qui font rien. Et du coup, est-ce que tu as des gens qui viennent te voir et qui te disent j'ai besoin d'accompagnement, mais je sais pas sur quoi? Ouais, ça arrive. Alors, il y a quand même souvent une petite idée déjà. D'accord. Parce que moi, mon objectif, quand tu as besoin d'un accompagnement coaching, quand tu penses en avoir besoin, je fais ce qu'on appelle un appel stratégique. Donc déjà, dans ce call-là, je peux leur poser quelques questions et on arrive, si tu veux, à trouver quelques idées. À cibler très vite. Ouais. Et ce call-là, il sert aux clients pour savoir si oui ou non le coaching est intéressant et s'ils ont envie aussi de se mettre là-dedans. Et puis moi, de savoir si je peux répondre à son besoin. Parce que ça m'est déjà arrivé de dire non. Ça m'est déjà arrivé de dire que je ne suis pas la bonne personne ou que ce n'est pas le bon métier. Il y a certaines personnes qui ont besoin de coaching, mais qui, avant ça, ont besoin de passer par de la thérapie, par exemple, pour comprendre le schéma du passé, pourquoi et tout ça. Ah oui, d'accord. Avant là, de comprendre. C'est tout autre chose. Voilà. Là, c'est vraiment le boulot d'un psychologue. Exactement. Parce qu'en coaching, on avance. Mais si derrière, tu as des boulets accrochés aux chevilles, bah, c'est chaud d'avancer. Donc, je préfère dire à la personne, juste déleste-toi de ces boulets-là avec quelqu'un d'autre, dont c'est le métier. Et puis ensuite, viens pour avancer et on tape un sprint, quoi. Okay. Mais ouais, ça arrive qu'ils ne savent pas trop, mais le premier call, justement, il est là pour ça. Ça fait une bonne transition si tu veux me poser la question pour l'anecdote. Parce que mon anecdote, elle vient d'un call, d'un appel stratégique. Eh ben super, alors donc, on va si faire tu ça. veux, on peut faire ça. Ok. On vient de me souffler dans l'oreillette qu'il y avait une transition qui était toute trouvée pour une première anecdote. Donc, go alors. Hein. Ma première anecdote en lien avec les appels stratégiques, justement. Trop bien. Un jour, quelqu'un m'appelle et déjà, normalement, ils remplissent un formulaire, si tu veux. Et de par ce formulaire, on peut caler un rendez-vous ensemble parce qu'il y a un tri qui doit être fait quand même. Le coaching, ça demande un investissement en temps, en énergie, etc. Donc toi, tu vois le formulaire en amont, voilà. Tu l'examines et après, il y a le call et tu parles à la personne. Okay. Et là, cette personne m'a appelé sans passer par le formulaire. Donc, elle a eu mon numéro, peut-être par Google Business, là, ou quelque chose comme ça. Et la personne m'appelle et est très speed au téléphone et a envie d'avancer vite. Et puis, moi, j'essaie de la recadrer en lui disant qu'attention, il y a quand même quelques questions à poser, il faut savoir le contexte. Moi, j'ai besoin de savoir où je vais, aussi bien que la personne aussi. Bah, bien sûr. Elle me connaît pas. Et cette personne-là me dit, je tairai l'identité, bien évidemment. Bien sûr, cette personne-là me dit, voilà, je voudrais un coaching parce que j'ai gagné beaucoup d'argent, je ne sais pas comment le dépenser. Et là, je suis au téléphone et ça faisait 1 an que j'étais lancée. Donc, c'était il y a 1 an, plus d'1 an déjà. Okay. Donc, je n'avais pas encore ma posture affirmée, je n'étais pas encore sûre de moi et c'était l'un de mes premiers calls. Donc, j'étais là, ok, bon. Et là, tu te dis, tu fais quoi avec ça ? Et la personne me dit, voilà, j'ai gagné une très grosse somme d'argent, je gagne plus de 25 000 € tous les mois en intérêt. Mais voilà, le problème, c'est que l'argent est sur mon compte, que je ne sais pas le dépenser et j'ai besoin que vous m'appreniez à le faire. Waouh. Bon, donc je me dépatouille comme je peux de cette situation. Je dis, bon, écoutez, pourquoi pas, mais je vous invite à creuser davantage parce que appeler un coach juste pour dépenser de l'argent, moi, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Donc, clairement, je ne vais pas me positionner là-dessus, quoi. Et donc, j'essaie de creuser, de comprendre qu'en fait, cette personne peut-être a éventuellement un souci d'estime ou de, comment on appelle ça, pas de confiance, mais de légitimité. C'est-à-dire, ok, cet argent, il m'arrive, est-ce que je le mérite ? À ce moment-là, je ne savais pas si c'était vrai. Hein. Et je ne le sais toujours pas aujourd'hui, d'ailleurs. Ah, d'accord. Mais voilà, il rentre dans son truc et on vient à parler à la fin du call. Donc, après toutes ces questions, je lui dis que son profil pourrait être intéressant pour le coaching, puisqu'il a une volonté d'évoluer professionnellement. Enfin, derrière cette grosse somme d'argent bizarre, il y avait quand même un fond sympa. Et je lui parle du prix. Il me dit non, mais ce prix-là, moi, ça me va pas. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui vous plaît pas ? Et puis, en tant que coach, on est toujours à l'écoute. Enfin, moi, je suis pas fermée, tu vois. Ouais. Donc, je lui dis, qu'est-ce qui te va pas ? Et il me dit, non, mais c'est pas assez cher. Il dit, là, moi, je gagne 25 000 € par mois. Tu comprends que ma séance, faut qu'elle soit au moins à 1 000 € quoi. Et là, j'étais en face et j'avais pas commencé mon accompagnement d'aujourd'hui, donc j'étais au tout début. Et comment faire ? Et là, je me suis dit, bon, il y a une petite voix qui me dit, mais Camille, saute dessus, c'est génial. Et dans ma tête, je me suis dit, mais attends, mais si je fais ça, comment ça va se passer pour les impôts ? Je vais vite devoir passer en EURL. Enfin, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Et de l'autre côté, elle me dit, mais non, 1 000 € la séance, t'as pas fait ça pour ça. Enfin, tu vois, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit, mais tu t'es pas lancé pour juste faire de l'argent. C'est pas ça le truc, c'est pas ta motivation, justement. Surtout, qu'est-ce que tu vas lui apporter ? Si tu lui piques tout son pognon, au final, il sera aidé de quoi aussi, derrière lui ? Je t'avoue que j'ai pas pensé à ça, mais aussi, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et l'un des arguments que je lui ai dit aussi à ce moment-là, c'est que moi, j'avais pas d'intérêt à part financier
à faire ce truc-là parce que je lui dis, moi, je vais avoir le même coaching. Hein, qu'il le paye X euros, qu'il le paye 1000, c'est pareil. Bah oui. Et il m'a dit... c'est ton tarif, quoi. Voilà. Et je lui ai dit, voilà, moi, mon minimum, c'est ça. Et je dis maintenant, j'ai pas envie de vous demander plus, quoi. Et puis on est rentré dans un débat à tel point que quand j'ai raccroché de ce call, je me suis demandé si c'était pas ou un canular ou tu sais un journaliste qui faisait une étude sur les coachs qui comment on appelle ça, les coachs un peu qui aiment l'argent, quoi. Tu vois les faux coachs ou des choses comme ça. J'ai raccroché, mais 45 minutes ça a duré le truc. Ouais. 45 minutes, j'ai raccroché en me disant est-ce que le mec était sérieux? Et je le saurai jamais, parce que j'ai jamais eu de retour. Même pas un petit message en disant, en fait, je viendrai pas en coaching, ou oui, je me lance, parce que je leur laisse quelques jours de réflexion, tu vois. D'accord, et il t'a jamais rappelé? Jamais. Et j'ai essayé de le rappeler la semaine suivante, parce qu'on s'était donné un rendez-vous, tu vois, pour savoir si oui ou non il était intéressé, comment on avançait, dans quel contexte et tout. Et jamais rien. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'était que cette histoire? Le mec, je lance ma boîte. Et le mec me dit, vas-y, viens, je te paye 1000 euros la séance. Wow. Voilà. Eh bien, il est juste là. Ouais. Ben, d'ailleurs, si t'es là, envoie-moi un commentaire. Non, mais j'ai trouvé ça très rigolo et ça m'a cette expérience-là, j'en ai tiré quand même quelque chose. Au-delà d'en rire, ça a été quand même utile parce que quand j'ai raccroché, j'étais fière de la posture que j'avais eue. Bah ouais, j'aurais pu dire ok, vas-y, 1000 balles la séance, c'est ok. Mais non, et c'est là où c'est important de trouver le sens à son boulot et à son métier, peu importe le métier. Il y a des valeurs et il faut que ça te corresponde aussi. Donc faut être transparent sur ça à fond, quoi. Ouais. Complètement. Parce que en plus, si c'est des valeurs que tu inculques aux autres, bah, comme on disait tout à l'heure, c'est toi le premier concerné, la première concernée, donc il faut se les inculquer à soi-même avant. Ouais, puis on les incarne. Encore que la personne en face n'ait pas les mêmes valeurs que moi, c'est pas très grave parce que chacun est différent. Oui, bien sûr, oui, mais ça arrivera tout le temps, de toute façon. Exactement. Mais quand tu as des valeurs et que tu sais que c'est des valeurs professionnelles parce que tu es entrepreneur et que tu incarnes ton boulot, tu vois, tu n'es pas juste un salarié, tu incarnes ton truc. Moi, je trouve ça important et vraiment. La sensation est très bonne, très positive de se dire bah là, j'ai affirmé mes valeurs, je les ai respectées, c'est cool. Je les ai honorées et c'est OK, quoi. Surtout quand tu te lances, tu te dis OK, ça te conforte dans l'idée que tes valeurs elles sont bien ancrées et qu'elles vont te suivre si tout se passe bien jusqu'à la fin, quoi. Ouais, et puis il faut pas se leurrer, c'est quand même une grosse partie de nous à travers ce boulot. Toi en tant que photographe aussi, c'est une partie de ta personnalité que tu mets en avant. Bah bien sûr, donc, c'est mon regard sur la vie, tout simplement. Après, je peux partir dans le débat philosophique, mais c'est ça, quoi. Ouais, exactement. Moi, ce que je fais comme travail, un autre photographe qui a les mêmes compétences, mais pas le même œil, va le faire totalement autrement. Et c'est ça qui fait la beauté et le charme du truc, quoi. Comme toi, en coaching, c'est exactement pareil. Voilà, tu vas pas coacher de la même manière qu'un autre coach sur la même personne, pourtant ils ont les mêmes besoins. Exactement. Et ils vont peut-être en ressortir avec la même valeur ajoutée. Mais la manière dont tu vas leur apprendre et la manière dont l'autre va lui apprendre, ce sera différent, quoi. C'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, comme c'est pas un produit, j'ai moins de frustration quand un appel stratégique n'aboutit pas sur un accompagnement, tu vois. Parce que je me dis qu'il y a autant de coachs que de clients, enfin quasiment, tu vois, que chacun a une personnalité, chacun a une énergie, et c'est ok que ça passe pas par moi et que ça passe par quelqu'un d'autre, tant mieux, parce que l'objectif c'est pas uniquement le mien, c'est aussi l'objectif de la personne, qu'elle arrive au bout de ses rêves ou ses ambitions ou ses aspirations. Avant tout, c'est ça même, je pense. Et j'avais une question en termes de profil au niveau de l'âge. Qu'est-ce qu'il y a le plus ? Moi, en ce qui me concerne, étant donné que je suis présente sur Instagram et que c'est un outil pour moi pour trouver mes clients, ou du moins mes clients potentiels, c'est relativement jeune. Après, j'ai déjà coaché des personnes d'au-delà de 50 ans, au-delà de 40 ans, d'entrepreneurs belges, par exemple, et ça se passe très bien. C'est juste qu'en termes de valeur et d'image, forcément, j'attire ce qui me ressemble. Bah oui. Donc, moi, je m'attendais plutôt des profils féminins majoritairement. Aujourd'hui, je suis en profil masculin majoritairement. D'accord. Complètement inattendu. Mais c'est une énergie masculine moi j'ai une énergie masculine forte, et donc forcément je pense qu'il y a cohérence aussi là-dedans. J'adore coacher les femmes, mais et puis c'est un coaching, moi mon coaching est très impactant, très il bouge, tu vois, le geste que j'ai c'est percutant, tu vois. Donc faut être prêt, et peut-être les femmes ont besoin de plus de j'allais dire sensualité. C'est pas de souplesse, peut-être. Plus souplesse, sensualité, ça n'a rien à voir. Mais plus doux. C'est quoi. vrai, peut-être, Là, je coach une femme, c'est différent, tu vois, de l'énergie masculine. En ce moment, on est ensemble, et c'est différent, mais c'est tout aussi efficace. C'est juste que, forcément, tu attires qui tu ressembles. Et au niveau de l'âge... j'ai déjà coaché des très jeunes, sortis de lycée, des choses comme ça, qui voulaient mettre un pied dans la vie active et qui ne savaient pas trop par où passer, etc. Mais j'ai vite pris conscience que ce n'était pas le moment. Parce que c'est trop tôt. Pas assez mûr.
Ouais. Et puis dans le projet pro aussi. Tu peux avoir quelqu'un de 19 ans avec un projet pro de fou. Ça peut être génial. Là, c'était pas le cas. Et moi, c'est pour ça que je cible aussi les entrepreneurs qui ont une entreprise depuis plus de 6 mois, idéalement. Ouais. Parce qu'en 6 mois, tu as quand même le temps de te rendre compte des difficultés, que ce soit clientèle, chiffre d'affaires, administration, organisation, motivation et tout. Et pour moi, il faut quand même cette maturité-là, entrepreneuriale, au-delà de l'âge. Mais tu montes ta boîte à 20 ans ou à 50, les 6 premiers mois, pour moi, sont quand même intéressants. Bah, c'est crucial parce que déjà, t'es dans la période de transition pour savoir si t'es fait pour ça ou pas. Ça, c'est important. Et puis après, le fait de faire une démarche auprès de quelqu'un comme toi qui peut les coacher, c'est encore un step en plus, quoi. Et ouais, en fait, tu coaches n'importe quel métier. Ouais. À partir du moment où ça touche à l'entrepreneuriat. Ouais, complètement. Vraiment le sens le plus global du terme. Exactement. Et j'ai même, là on est sur une fin d'accompagnement, mais je coach un salarié qui n'est même pas entrepreneur, enfin qui n'est pas auto-entrepreneur en tout cas, qui est salarié, qui travaille dans le monde il est avocat, juriste. D'accord, ouais, mais c'est quand même un métier qui est plus libéral. Ouais, mais il n'est pas à son compte. Il est salarié dans une boîte. D'accord. Il n'est pas en France, donc c'est un système différent. Ah, ok. Et lui, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il pourrait très bien être entrepreneur. Il a le mindset vraiment égal à un entrepreneur. Il est motivé, impliqué, il est créatif, il donne des idées, il est leader dans son équipe et il prend des initiatives sur pas mal de choses. Et justement, ce qui était intéressant, c'est de bosser sa posture à lui, parce que même si plus tard, il envisage d'être entrepreneur, aujourd'hui, il est salarié, il a envie que son boulot, sa vie pro, soit cohérente avec sa vie perso, en tout cas que les valeurs soient les mêmes, qu'il s'y sente bien, qu'il se lève le matin motivé. Ça revient au même qu'un entrepreneur au final, tu vois. Ouais. Et du coup, pour toi, c'est quoi le mindset type d'un entrepreneur ? De ceux que j'apprécie en tout cas, ceux que j'admire, sont les entrepreneurs qui sont hyper motivés dans ce qu'ils font, qui, quand ils en parlent, tu sens qu'ils ont des étoiles dans les yeux, qui sont passionnés et passionnants du coup. Il y a des personnes... Parce qu'ils savent le transmettre. Il y en a qui ne savent pas forcément le transmettre aussi. Ouais, c'est qu'ils parlent avec le cœur en fait. Et moi, une expression que je dis souvent, c'est que j'aime être cœur à cœur avec quelqu'un. Donc, parler de la pluie du beau temps, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Par contre, parler d'un métier, d'une passion, d'un truc qui fait vibrer la personne en face, j'ai envie de la vivre avec elle. D'accord. J'ai une amie qui a sa famille et ils sont apiculteurs. Donc, c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas à première vue, tu vois. Et elle me parle des abeilles, du miel, mais avec tellement de passion. Passionnant parce qu'elle est passionnée par ça. Donc j'ai qu'une seule hâte, elle me l'a proposé pour mon anniversaire, donc on va le faire incessamment sous peu, c'est de pouvoir mettre cette combinaison blanche dont elle m'a parlé et d'aller voir les abeilles, alors que je m'en contrefous en soi, mais elle me transmet tellement sa passion que tu as envie de le vivre. Ok. Tu as envie de le vivre et tu as envie de prendre. Tu prends plaisir à acheter son miel, à le goûter, à se dire putain, ça c'est toute une famille qui le fait. Ils le font avec amour. Et c'est ça, comme ça peut être n'importe quoi d'autre. Un autre produit, j'en sais rien, moi, les savons par exemple. On a les savons d'Honoré à Royan qui est tenu par une copine aussi. Et elle en parle tellement avec passion que tu as envie d'aller dans l'atelier et de créer le savon avec elle. Donc le mot à retenir, c'est passion. Ouais. Okay. Ouais, passion, quelqu'un d'engagé, de passionné et de conscient que la passion, elle ne tient qu'à lui ou qu'à elle. C'est ça qui, moi, me fait vibrer dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as des personnes qui ont choisi d'être là, qui ont choisi de se lancer comme toi. Tu as choisi d'acheter ton matos, d'investir dans ta passion, d'investir du temps et de l'énergie, tu vois. Tu aurais pu très bien te dire, oh bah non, flemme, je deviens salarié dans une boîte de photos et puis terminé. Ou... Tu as choisi quand même de supporter tous ces risques parce que ça te plaît, parce que ça te fait vibrer, parce que tu es motivé. Ouais. Moi, c'est ça que je kiffe. Ok. Ouais, moi aussi. Hein. Ouais, c'est une énergie de fou, quoi. Ouais, grave. Puis de savoir que tu... En fait, moi, je me sens jamais à court d'énergie tant que ça touche le boulot, enfin le monde de la photo, de la vidéo. Je me sentirai jamais à court d'énergie. Même si, au fond de moi, je suis claqué, j'ai des cernes de ouf et tout, mon corps me suit plus. J'ai toujours cette envie de toujours bosser en fait. Ouais, exactement. Mais est-ce que tu bosses pas au final ? Bah non, je bosse pas, j'ai pas l'impression de bosser. Après, parfois si, mais parce que tu as affaire à des clients un peu relous parfois. Enfin, parfois ça peut être, il peut y avoir des côtés négatifs comme dans tous les domaines, mais ouais, j'ai jamais cette sensation de lassitude en gros. Que dans beaucoup de métiers, des gens peuvent retrouver. Je pense peut-être des gens qui écoutent et qui regardent ce podcast ont un travail, on va dire, comme les Américains aiment l'appeler 9 to 5, tu vois. Et genre des boulots de bureau avec un patron qui fait chier au-dessus. Enfin, voilà. Ça, je pourrais, il y en a plein qui sont dans cette situation-là et qui aimeraient pouvoir s'en sortir. Et ils n'ont peut-être pas trouvé les clés, ou peut-être pas le
le mindset ou le déclic pour. Il faut prendre conscience que de partir. En fait, on parle de confort et de sécurité et la société nous a bridé un peu là-dessus. Le CDI, c'est génial. Alors qu'en fait, non, hein, CDI, tu le perds aussi facilement. Mais il y a ce truc-là. Et au-delà de ça, il y a tout ce qu'attend l'entourage. Les parents, la famille, les copains. Ah, super. T'as eu une prime ou génial, t'as un CDI ou t'es dans une voiture. Il faut quand même beaucoup d'audace, de courage, de force et de motivation pour pouvoir passer au-delà de tout ça et dire ok, là vas-y, je me lance. Ou je fais autre chose. Puis surtout quand tu réfléchis bien, tu te dis en fait je suis tout seul et tout l'argent que je gagne, c'est moi qui vais le chercher, c'est pas le patron qui va le chercher pour moi et il me donne des billes à la fin du mois. Là c'est vraiment tout ce que je vais chercher, je mets mes tripes et mon âme pour y aller quoi. Et ça je trouve que c'est sans nos jugements hein, mais plus valorisant à mon sens. Plutôt qu'une personne qui est confortablement installée dans une société. Après, je ne juge pas, c'est juste ma façon de penser. C'est la mienne aussi, mais je pense que ça dépend des personnes. Je pense que c'est celle de beaucoup d'entrepreneurs aussi. Oui, parce que quand tu es entrepreneur, tu dépends que de toi et tu as envie de te faire kiffer toi-même. Quand tu es salarié, tu as beaucoup de personnes qui ont envie de faire kiffer quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'ils vont le faire pour le patron ou pour l'entourage. Tu as beaucoup plus de personnes qui se font kiffer en entrepreneuriat. Et en salariat, c'est du service. On rend service à un patron, on agit au nom de ses valeurs, au nom de ses objectifs. Parfois, on n'est pas en cohérence avec tout ça, mais on le fait quand même parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, Donc, c'est ça qui est... Tu as dit les fameuses lettres CDI. Après, c'est pas forcément une prison, le CDI, mais il y en a qui se confortent très très bien là-dedans et qui ont un métier de rêve en CDI. Ouais, complètement. Force à eux, c'est cool. Qui s'y plaisent. Et je pense que l'entrepreneuriat n'est pas fait non plus pour tout le monde. Non, bien sûr. Il y a des personnes qui ne supporteraient pas le stress que c'est de se dire on ne sait pas le mois prochain ou le trimestre prochain combien on sera payé parce que les clients arrivent un peu au compte-gouttes pour certains. Moi, c'est mon cas. Hein. Moi, je n'ai pas de visibilité au-delà de 6 mois. Donc, ça tient 6 mois. Et les 6 prochains mois, il faut quand même continuer. Ouais, c'est de l'acharnement, c'est du boulot. Et puis au moins, ça pousse à faire plus pour aller chercher ces nouveaux clients, justement. Parce qu'après, après, c'est bien d'avoir de la visibilité et de se dire ok, je suis safe pour 1 an, 2 ans, mais je trouve que c'est une force aussi de se dire qu'on n'en a pas beaucoup de visibilité et de se dire ok, c'est ça qui va me motiver à aller chercher ces nouveaux clients. C'est la motivation. Trouver la niaque pour se lever le matin malgré qu'il n'y ait plus de réveil, aller chercher les gens, comme tu dis, d'abord savoir qui on a envie d'aller chercher, parce que sinon on va chercher tout le monde, mais n'importe qui. Donc qui on a envie d'aller chercher, et puis tout ce qui est le positionnement, à quel prix on a envie de se vendre, qu'est-ce qu'on fait, dans quel contexte. Il y a tellement de questions que derrière, faut être prêt, quoi. Il faut être prêt pour oser se dire je lâche tout et je fais autre chose. Et du coup, autre question qui n'a rien à voir, mais quand tu coaches une personne, est-ce que tu t'intéresses à son métier et à son métier en tant que tel? Est-ce que tu t'intéresses vraiment à son métier? Ça dépend. Pour lui apporter des choses en plus? Ou est-ce que tu n'as pas forcément besoin de t'y intéresser? Ou tu te consacres vraiment à la personne? J'ai pas forcément besoin. J'ai pas du tout besoin. Moi, perso, j'ai besoin de rien là-dessus. D'accord. Par contre... c'est vraiment la personne qui t'intéresse. Ouais. En fonction de la personne... Si elle arrive avec une thématique en mode voilà, j'ai lancé mon business, ça fonctionne pas comme je veux, ok, c'est quoi ton business, comment tu veux que ça fonctionne, par où tu veux commencer, voilà, là on va s'intéresser. D'accord. Mais si la personne arrive en disant autre chose, moi je vais me focaliser sur autre chose. Et c'est rigolo parce qu'on me demande souvent Cam, t'as des clients en ce moment, ils ont quel âge comme toi, ils ont quel âge, ils habitent où? Il y en a certains, je sais même pas où ils habitent, je m'en fous. Je m'en fous parce que ce qui compte, c'est d'avoir la personne en face, d'être cœur à cœur. Et si elle a envie de me partager quelque chose, elle me le partage. Si elle n'a pas envie, pas besoin de savoir, moi. Okay. Moi, j'ai besoin de travailler sur ce qui vient à l'instant T. D'accord. Donc, la personne vient en me disant, je sais pas moi, j'ai un call avec un gros client dans 15 jours et je veux être prêt et je veux tout défoncer, je veux avoir une posture pro comme il faut. Ok, c'est quoi la posture? C'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux dégager? J'ai pas besoin de savoir qui est le client. J'ai pas besoin de savoir tout ça. D'accord. Maintenant, si je le sais, si la personne arrive en disant... Ça te donne des éléments en plus pour... Oui. Et si elle arrive en me disant j'ai besoin de booster ma créativité parce que j'ai plus d'idées, j'y arrive pas, et ben moi, je vais lui proposer est-ce que tu veux qu'on fasse un coaching axé justement brainstorming ou créativité? Et dans ce cas-là, moi, je lui apporte quelque chose. Okay. Apprendre ou à laisser toujours. Mais si la réponse est oui, là, je vais aller chercher quel est le métier. Ouais. Mais en soi, j'ai juste besoin de savoir ce que la personne a envie de me dire. D'accord, ok. C'est marrant, ça ressemble... j'ai jamais fait de thérapie ou de psycho, mais ça ressemble un petit peu à ça, en fait. La thérapie, tu vas aller chercher avant... Les deux sont liés, mais c'est très différent. C'est-à-dire que moi, je n'aurais pas la patience d'être thérapeute. Je ne pourrais pas. D'accord. Ouais, parce qu'après, tu entends peut-être plus les problèmes personnels des gens. Toi, tu te consacres plus aux solutions.
Et puis au côté professionnel, surtout aussi. au métier. Mais dans mon coaching, le perso est hyper important parce que mon objectif, c'est de bien sûr, si l'épanouissement pro et perso soit équitable. Quoi. Ouais. Donc, mais le thérapeute va aller chercher dans le passé, va comprendre pourquoi, d'où ça vient, vient de qui, nanana. Et puis, le coach va dire, OK, tu as tout ça maintenant, tu vas en faire quoi ? Demain, on va où ? Dans 1 an, t'es où ? Dans 5 ans, tu vas aller où ? Okay. Donc, en fait, c'est pas pareil. La psy, elle va te tenir la main, elle va marcher à côté de toi, limite devant toi pour te guider. Enfin, en tout cas, dans mes croyances, peut-être que c'est pas le cas. S'il y a des psys qui nous regardent et que je me plante, il n'y a pas de problème. Mais la coach, moi, je suis plutôt là, je tiens la main, je marche vraiment côte à côte, peut-être presque derrière. Ouais, tu le laisses avancer, mais en le guidant quand même. Complètement. Okay. C'est pas du tout la même démarche, mais c'est hyper complémentaire. Quelqu'un qui a besoin de psy peut pas commencer un coaching sans commencer de la psy. Tu vois, il faut que les deux soient liés. Ouais. Et ça t'arrive ça ? Ça m'est arrivé, ouais. D'avoir des demandes comme ça, de gens où on se gourre totalement de... Ouais, ça m'est arrivé 2 fois. Une fois où j'ai quand même coaché parce que la personne voyait une psy à côté et c'était génial. Okay. Franchement, le boulot, mais super. Ce que tu lui apportais, le psy lui apportait pas et inversement. Ouais, complètement. Okay. Et ça, au moins, c'est bien, c'est complémentaire comme ce que tu disais tout à l'heure. Nous, on travaille le chemin en coaching, le chemin à faire, et le psy va travailler le chemin parcouru. Donc, tu as besoin des fois de comprendre ton passé et de laisser derrière les casseroles, d'accepter de les laisser derrière pour avancer. Et ça m'est arrivé une fois de dire non, de juste d'être OK sur le fait que je ne pourrais pas aider cette personne-là à ce moment-là. D'accord. 6 mois plus tard, pourquoi pas, mais tu sens qu'il y a du travail à faire et que à ce moment-là, c'est pas le bon moment, quoi. Et puis même au-delà du travail, je juge pas le travail à faire, mais par contre, quand la personne vient avec une intention qui ne ressemble pas à du mouvement, qui ressemble plus à de l'introspection, à de la compréhension, là, moi, je sais que c'est pas des mots-clés qui correspondent au coaching. Ouais, ok, d'accord. C'est pas ton domaine, quoi. Non. Et puis chacun son métier, et je pense que les psys le font très bien. Oui, c'est sûr. Voilà, il y a des besoins pour tout le monde. Ok. Et est-ce que tu as des gens qui savent pas trop ce que tu fais et ils ont du mal à comprendre ce que tu fais, les gens autour de toi? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui, je pense, là, j'ai ma famille en tête. J'ai 2-3 cousins qui littéralement se foutent de ma gueule régulièrement. Ils croient que t'es psy ou... Ouais, je sais pas ce qu'ils croient vraiment, mais en tout cas, ils pensent que ce que je fais, ils comprennent pas. Donc, soit c'est trop cher, soit ça dure trop longtemps, et puis c'est pour des gens paumés, alors que pas du tout. Mais c'est rigolo, et on en rigole parce que j'essaie de leur expliquer, mais ça les intéresse pas juste comme ça. Ouais. Et c'est très drôle de voir qu'il y a des gens qui ils sont pas concernés en fait. Ils sont bien dans leur peau à ce moment-là, et puis ils n'ont pas le besoin d'aide parce qu'ils ont un entourage, on a une famille hyper soudée, on a des potes à droite à gauche. Donc ces gens-là n'ont pas forcément besoin, tu vois. Ouais. Et quand bien même, des fois, tu peux avoir une famille de ouf et des amis géniaux, tu peux quand même avoir besoin d'un coach parce que tu as un œil nouveau. Je veux dire, moi, quand j'ai fait mes études, j'ai écrit un mémoire de 80 pages. J'étais persuadée qu'il n'y avait pas de faute. Je le fais lire à une personne. 2e page, j'avais une faute. Ah oui, d'accord. Le coach, c'est ça. Le coach, ça va ouvrir les yeux sur des choses que tu vois plus. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Ou que tu veux plus voir, ça dépend. Ouais, parfois, tu te mets des œillères sur des trucs qui sont évidents et en face de toi, mais tu choisis de pas les voir, en fait. Okay. Et au début, ce que je faisais, c'est que j'expliquais mon métier, j'expliquais ce que je faisais. Maintenant, je le fais de moins en moins. Quand quelqu'un me dit « je comprends pas », je dis « ok, vas-y, donne-moi un de tes problèmes du moment ». Et puis on en parle, ça dure 15 minutes. Et au bout de 15 minutes... Tu lui dis « c'est ça ce que je fais ». Voilà, ça pourrait être du coaching. D'accord, ok. Tu voudrais aller là, vas-y, je t'y emmène. Ça, c'est du coaching. Mais c'est une expérience. Il faut le vivre pour, d'une, le comprendre et pour pouvoir en parler aussi derrière. Parce que mes clients, c'est eux qui en parlent le mieux. Bah oui, forcément. J'ai un client, un Suisse, qui, quand il m'a contacté, il n'avait pas vu mon site internet, il ne me suivait pas sur Instagram, il ne me connaissait pas. Mais il connaissait quelqu'un que moi, j'avais coaché et ça a été suffisant parce que l'expérience racontée, le cœur, les émotions, le résultat fait que... Il a vu la progression, donc du coup, il s'est dit, moi aussi. Ouais. Okay. C'est pour ça que c'est un métier qui n'est pas facile à vendre parce que c'est de l'expérience. Tu vois, tu sens que ça fonctionne plus au bouche à oreille ou Ouais, complètement. Il faut le vivre et on est des êtres vivants. On a besoin de vivants pour vibrer. Donc, comme c'est pas un produit, il faut se focaliser sur l'expérience. Ok. Ouais, je pense que c'est bien résumé. Oui. Est-ce que tu as des conseils à donner pour des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat? Dans l'entrepreneuriat, que ce soit reconversion ou même fin d'études et tu as trouvé le domaine qui te plaît, mais tu sais pas trop comment te lancer. Est-ce que tu as des petits tips niveau, que ce soit mindset ou développement personnel, tout ça J'ai quelques mots qui me viennent tout de suite quand tu me poses la question. C'est le fait d'oser, déjà. Ne pas avoir peur d'oser, de prendre des risques, parce que quand on est entrepreneur, le fait de prendre des risques, ça fait partie du jeu. Et prendre conscience que ces risques-là, on les prend pour un résultat.
et que peu importe le résultat, ça va t'aider à avancer. Donc j'ai tendance à... Mais parce que c'est mon côté aussi challengeante qui parle. Hein. Tout le monde n'aime pas le challenge. Non, c'est clair. Mais ne pas risquer d'oser, ça pour moi c'est important. Et ne pas... Enfin en tout cas, être OK de demander de l'aide. Ouais. Parce qu'on est tout seul. On est face à nous-mêmes, à nos démons, à nos peurs, à nos doutes, à tout ça. Puis il faut être vrai envers soi-même aussi. Ouais, c'est le mot congruent dont je te parlais tout à l'heure. C'est vraiment le cœur, c'est un schéma, tu vois, le cœur, le cerveau et la main. Donc tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, si c'est cohérent, ça s'appelle la congruence. Et c'est ça qui fait qu'un entrepreneur est bien dans ses baskets, parce qu'une erreur ou un échec, entre guillemets, deviendra une opportunité d'avancer si c'est OK, tu vois. Moi, j'avais du mal au départ à subir l'échec. Pour moi, je le voyais vraiment comme quelque chose de négatif au point de tout arrêter, tu vois. Et maintenant, j'ai appris à faire face à ça. Mais c'est pas évident parce que quand tu démarres, t'as pas ces clés-là, t'as pas tout ça. Enfin, il y en a qui l'ont peut-être, c'est inné chez eux, mais moi, je l'avais pas personnellement et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde et on apprend avec l'expérience aussi, hein, comme tout le monde. Tu seras jamais armé à 100% dès le premier mois d'entreprise. Mais l'échec, c'est vraiment le pire truc. Le pire truc et à la fois le meilleur truc parce que ça te renforce, mais d'une manière inimaginable, quoi. T'as dit, tu l'as très bien dit au début parce que tu as dit subir l'échec. C'est déjà rien que la phrase. La phrase, elle est lourde. Tu subis l'échec. T'imagines la pression qu'on se met. C'est ça. Et puis tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, ton inconscient l'enregistre. Et puis tout ce que les autres disent et pensent aussi. Moi, je vois beaucoup par rapport aux personnes coachées que j'ai. Le poids de l'entourage et de la société, il est énorme. Donc, si les gens te disent « Ah, tu vas te tromper, tu vas te planter, tu vas pas y arriver, t'as pas assez de clients. Oh, t'en as que ça. » Enfin, ça démoralise. Donc ça, c'est vécu comme un échec. Donc, t'as des personnes comme toi au départ qui le subissent et des personnes comme toi aujourd'hui qui l'acceptent et qui en font une force. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est important. C'est clairement ça, c'est une expérience. C'est même pas un échec au final. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça devient une expérience. Moi, ça m'arrive souvent, même, pas très récemment, mais ça m'est déjà arrivé, j'ai plus d'exemples en tête, mais d'avoir des échecs et de me dire, c'est pas grave, tant pis. Au moins, ça, je sais qu'il faut pas faire ça comme ça. Exactement. Et puis, je referai mieux la prochaine fois, et puis j'apprends de mes erreurs. De toute façon, je suis lancé dans mon business. Donc, des échecs, il y en aura tout le temps, et heureusement. Ouais. J'ai une petite question. Est-ce que dans ton métier, on doit souvent t'en faire justement avec les retours que t'apportent les clients, est-ce que comment tu réagis quand on te dit quelque chose de positif, quand on dit que ton travail c'est bien, tout ça, comment tu réagis face à ça ? Je vais pas te mentir, ça me fait grave plaisir. Quand on me le dit, tu peux pas mentir et dire que ton ego est pas content, quoi. Ouais, forcément, tu kiffes. C'est comme quand on te dit, comme moi je t'ai dit quand on a fait les photos ensemble, où je t'ai dit c'est génial ce que tu fais. J'imagine qu'il y a un truc qui te dit ouais, cool. Ça te fait plaisir quand même, non ? En vrai, oui, mais au fond de moi, je sais pas en fait. Tu sais pas. Parce que je sais pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi et qui ont du mal à accepter les critiques positives. Ouais. C'est j'ai possible. Pas besoin d'être abaissé, loin de là, je suis pas en train de dire ça du tout. Mais là où je voulais en venir, c'est que avoir plein de retours positifs, parfois c'est pas constructif. Tu vois, le côté positif et constructif sont très différents. Ouais. C'est là où je voulais en venir en fait dans ma question. Et est-ce que du coup, toi, tu as des retours constructifs plus que positifs ? C'est pas évident dans mon métier parce qu'on coach un être humain sur ses projets, ses décisions, ses choix. C'est pas tangible. Tu vois, c'est pas comme une photo que tu pourrais retoucher ou la luminosité que tu pourrais modifier. Ou... C'est pas évident. Après, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est que je fais toujours une séance de bilan à la fin de mes accompagnements où justement, on fait le point sur tout ce qu'on a fait pendant 10 semaines. Et à la fin, voilà, c'est comment tu te sens, qu'est-ce que tu as obtenu de tout ça, qu'est-ce que tu en retiens en gros, et qu'est-ce que tu aurais aimé voir différemment, tu vois. D'accord. Mais... moi, en tout cas, mes séances, je les construis de manière à ce que tout soit constructif dès le départ. C'est-à-dire qu'avant même de commencer la séance, c'est pourquoi tu viens aujourd'hui, quelle est ton intention, avec quoi tu veux repartir. Okay. Donc ça me permet d'avoir des indicateurs à la fin de la séance de savoir si oui ou non j'ai atteint mes objectifs. Mais comme c'est pas un produit, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Mais c'est déjà arrivé au tout début que, justement, avant de construire tout ce schéma au début des séances, j'ai dû passer par des séances où je ne l'ai pas fait et je me suis rendu compte que c'était compliqué d'évaluer. D'accord. Parce que tu es quand même face à quelqu'un qui voit la vie différemment que toi. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est... Après, il faut savoir l'accepter. Prends ce qu'il y a à prendre parce que si les gens prennent le temps de te dire c'est génial, franchement, c'est que c'est génial. Je le prends, ça c'est sûr, mais...
Enfin, plus maintenant, mais avant, j'avais du mal quand on me disait ouais, c'est top ce que tu fais et tout. J'étais là en mode ouais, je sais pas trop et tout. Même si je savais au fond de moi que ce que je faisais, ça me plaisait et que j'étais sûr de ce que je veux faire professionnellement, bah, souvent il y avait une partie de moi qui me disait ouais, non, c'est pas parfait, quoi. Tu vois, j'ai peut-être ce syndrome, je sais pas si on peut appeler ça un syndrome, mais de quand je livre quelque chose, il y a toujours quelque chose d'inabouti. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ça ressemble un peu à du syndrome de l'imposteur où t'es jamais satisfait pleinement de ce que tu fais. Je sais pas si c'est du syndrome de l'imposteur ou vraiment ou être perfectionniste, en fait. Je pense que c'est ça. Ouais. Tout ce que je fais, je donne le meilleur de moi-même. Donc forcément, s'il y a un petit truc, mais tu vois, genre sur les podcasts, s'il y a un morceau d'audio qui sature, tu vois, bah, pour moi, tout l'épisode est nul, tu vois. Et pourquoi ? Bah, je sais pas. En fait, dans ma tête, je retiens plus le négatif et je sais qu'il faudrait pas faire ça. Hein. Mais je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et surmonter ça, c'est très compliqué. Moi, la première chose que je fais dans ces moments-là, c'est quand ça arrive, dans mon métier, encore une fois, c'est pas évident, mais même dans mon métier d'avant, c'était souvent le cas, parce que c'était des séminaires, donc forcément, tu avais des critères d'évaluation. Quand ça arrive, c'est juste de comprendre que la personne, ce qu'elle te dit, elle le dit dans son langage à elle, avec ses attentes, ses besoins. Qu'elle te dise que c'est génial ou qu'elle te dise que c'était moins bien que prévu ou quoi qu'est-ce, ça la regarde. Donc, tu as deux perspectives. Déjà, d'une, de comprendre que la personne qui te dit que c'est génial, elle te parle dans sa perspective à elle. Donc, prends du recul, dis « Ok, merci de trouver ça génial. » Tu vois, juste, c'est elle, ça lui appartient. Ouais, bien sûr. Tu vois. Et est-ce que toi, ça t'arrive justement d'avoir ce mindset-là de te dire ok, ce que j'ai fait, c'est pas ouf, mais au moins, je l'ai fait quand même. Ça m'arrive, ça arrivera à tout le monde, je pense. Des fois, on aimerait pouvoir faire mieux ou faire après, différemment. C'est humain, hein. Forcément, c'est un sentiment humain de penser, de ressentir ça. Mais justement, toi qui es coach et qui se doit d'être parfait, tu vois. Je me dois pas d'être parfaite. Bah non, je suis pas. Je sais bien, personne n'est parfait. Mais aux yeux de celui qui te contacte, bah, tu dois répondre à toutes ses attentes. Ouais. Donc, est-ce que toi, dans ta tête, parfois, tu te dis il y a des choses, je suis pas trop calé pour, mais c'est pas grave, je vais essayer quand même. Si c'est le cas, je le dis. Ouais. Ça revient au même que ces fameux appels stratégiques au départ, tu vois, où je leur dis que c'est aussi utile pour moi ce call pour savoir si je peux me positionner, tu vois, si je suis en mesure de. Et quand je suis pas en mesure ou que je le sens pas trop ou que je sais pas, moi je suis hyper transparente. La transparence, ça fait partie de mes valeurs. Ouais, bien sûr. Donc je préfère leur dire, ok, là, on arrive sur un terrain pente glissante. En mode, c'est souvent quand c'est des objectifs purement business, quelqu'un qui arrive avec un chiffre, un résultat, genre chiffre d'affaires. Okay. Là, je leur dis, moi, je peux pas me permettre d'assurer le chiffre d'affaires. Ouais, tu peux pas le garantir, quoi. C'est pas toi qui le paye, le chiffre d'affaires. Exactement. On n'est pas le client, on n'est pas la société, on n'est pas les lois, on n'est pas tout ça. Par contre, ce sur quoi je m'engage, c'est à donner le meilleur de moi-même pour que la personne en face puisse, au plus près de ses objectifs, se rapprocher. Okay. Avoir toutes les clés nécessaires pour. Ouais. Mais je pense que c'est, moi en tout cas dans mon cas, c'est juste j'ai appris avec le temps à accepter que personne n'est parfait, que on ne doit pas se mettre une pression de ouf parce qu'on n'est pas là pour atteindre tous les objectifs des clients, on est là pour leur donner les outils pour le faire. Ouais. Mais si eux derrière l'atteignent pas, c'est que ça dépend encore d'autres choses, tu vois. Bah, ça dépend d'eux, parce que toi, tu as fait ta part du boulot. Exactement. Il y a une part de lâcher prise. Après, ça m'arrive de raccrocher d'un coaching ou de partir d'un rendez-vous en me disant ouais, l'énergie n'était pas ouf ou j'aurais pu proposer tel outil. Même le soir, des fois, je rentre chez moi en me disant ah punaise, j'ai pas fait cet outil, j'aurais trop pu. Ouais. Donc forcément, tu as ce truc-là, mais je dis toujours, comme tout à l'heure, comme je te disais, on prend ce qui est là à l'instant présent. Donc si à l'instant présent, j'ai eu telle idée et pas une autre, c'est que c'était le moment, c'était ça. Et puis ça s'est passé. Et l'essentiel, c'est qu'au début et à la fin de la séance, je puisse m'assurer que la personne, elle vient chercher quoi et qu'à la fin, elle est repartie avec. D'accord. À partir du moment où j'ai ça, moi, mes états d'âme perso, ça compte pas. Ton job est fait, quoi. Voilà, mon objectif surtout de satisfaire la personne en face est là. Okay. Donc, mais ça arrive à tout le monde, je pense. Et ouais, c'est sûr. Et pour rebondir aussi sur les échecs, comment tu... Déjà, est-ce que ça t'est arrivé d'en avoir des gros ou des petits ou des moyens, peu importe, mais comment tu surmontes ça ? Ça m'est arrivé de nombreuses fois parce que je suis très exigeante. Autant envers moi-même qu'envers les autres. Ah, d'accord. Pareil. Enfin, les autres, mon entourage très proche en tout cas, mais envers moi-même. Mais envers les clients avec lesquels tu travailles aussi ?
Plus ou moins, oui. T'as pas ce genre d'exigence, pas aussi... J'en ai pas, oui, j'en ai un peu parce qu'il faut savoir que je leur fais signer un contrat quand même. D'accord. Donc, dans ce contrat-là, ils s'engagent aussi bien que moi à être ponctuels, à être bienveillants, à être authentiques, à être vulnérables. Et c'est OK, parce qu'en coaching, on pleure de temps en temps quand même, parce qu'on relâche des trucs. Donc, le fait de faire signer un contrat, déjà, c'est un niveau d'exigence. Tu vois, du fait que je leur demande tout ça. Et puis, bien sûr, ils acceptent ou ils n'acceptent pas. Et ils ne sont pas obligés d'accepter. Hein. Mais je suis exigeante et je suis comme toi, je suis perfectionniste aussi. Donc, forcément, l'échec, en tout cas l'expérience désagréable, elle a plus de probabilité d'arriver de ce fait-là. C'est une qualité ou un défaut, le perfectionnisme ? Ça dépend de la perception. Ça dépend comment on le voit. Pour moi, c'est une qualité quand le perfectionnisme permet d'enclencher une étape supérieure, d'aller plus loin que de là où on aurait pu aller, ou là où on aurait pu se satisfaire d'aller. Parce qu'il y en a, ils se freinent à cause de ce perfectionnisme-là, en fait. Ils sont trop perfectionnistes, ils font des... Genre, je vais prendre, pas moi pour exemple, mais pour mon métier, tu fais un montage vidéo, il y a un petit truc sur une image, un truc, un pixel, tu vois. C'est ce genre de perfectionnisme-là que je parle qui peut freiner certaines personnes. Est-ce que... Ça peut... En fait, moi, je préfère faire que parfaire. Je préfère que ce soit fait que parfait. Ouais. Mais il y a 2 ans et demi, quand le Covid était là et que je faisais mes vidéos YouTube de développement perso, des fois, mon pendentif n'était pas au milieu, mais je refaisais 25 minutes de vidéo. Quoi. Ah ouais. C'est pas possible. Donc, au début, j'ai été comme ça. Ah ouais, complètement. Je me filmais avec une méthode qui ne me permettait pas de me voir. Tu vois donc quand je voyais le truc après et j'étais toute seule, des fois je jetais mais 1 heure de vidéo quoi. Et puis au bout d'un moment je me suis dit mais Cam, tu peux pas faire ça, arrête un peu. Et donc petit à petit, d'expérience en expérience ou d'échec en échec, suivant le mot que tu veux utiliser, j'ai appris à faire différemment, j'ai appris à lâcher prise, à me dire que je préférais du fait que du parfait et que moi ce qui compte pour moi aujourd'hui c'est le message. Ouais. Donc si je suis mal coiffée, si je suis pas bien habillée, si on s'en fout au final, tu vois. Ouais, c'est clair. Le message il est là et les personnes qui vont le recevoir, peut-être que tu as 100 personnes qui vont regarder la vidéo, même s'il y en a 99 pour qui c'est inutile, s'il y en a une à qui ça va changer quelque chose. Le contrat est rempli. Exactement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc maintenant je vois ça comme ça, c'est facile avec le recul. Il y a peut-être des gens qui nous regardent là qui se disent bah ouais mais moi je suis dans l'étape du début. Mais c'est possible. C'est tout un process et c'est long et c'est chiant et il faut l'accepter, il faut passer par là. Mais il n'y a que, comme tu dis, une fois que tu arrives à ce mindset-là, et avec du recul, tu te dis ah ouais, c'est vrai, j'en étais là avant, je suis content de la progression que j'ai fait. En fait, ça, c'est ça qui est marrant aussi dans le process d'un entrepreneur, c'est que c'est de l'évolution permanente, mais tu ne vois pas le changement. Oui. Tu le fais. Clairement. Tu es acteur de ton changement, mais tu ne le vois pas en fait. C'est ça. Moi, tu ne le conscientises pas. Ouais. Moi, en fait, la vidéo, ça m'aide de faire des vidéos sur YouTube, par exemple. Parce que je le constate, ce changement-là. Quand je regarde mes anciennes vidéos, je me dis « Ah ouais, il y a 1 an, j'en étais là. » Ah oui, exact, ouais. Et tu vois, en fait, il y a juste ça qui m'aide à observer mon changement. Mais sinon, moi, dans ma tête, je suis toujours pareil. J'ai pas d'évolution, mais parce que je progresse dans ma tête, j'essaye de progresser, de devenir moi-même tous les jours, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'à la fin de l'accompagnement, on fait cette séance bilan et la séance bilan, elle est géniale parce que moi, je prends des notes au fur et à mesure. Alors, je prends pas beaucoup de notes parce que c'est plus à la personne en face de prendre ses notes, mais j'écris quand même les étapes par lesquelles on passe. Et pendant cette 10e séance, on part du début. Donc, parfois, c'était 3 mois avant, tu vois. Et on fait séance par séance dans les grandes lignes. Et c'est génial d'avoir quelqu'un au téléphone qui me dit « Waouh, je suis partie de loin ». Et là, t'es trop contente. Et ça dure combien de temps en général, les accompagnements ? Minimum 3 mois et demi. D'accord. Ça, c'est 3 mois et demi pour moi, c'est l'idéal. C'est à raison de 3 séances par mois, tu vois. Okay. Donc, tu fais 3 semaines, une séance par semaine pendant 3 semaines et une semaine de pause. Et c'est génial parce que tu évolues, mais à la vitesse de l'éclair, quoi. Même si tu pars d'un moment où tu te dis que tu es déjà en train d'évoluer, il y a forcément plein de choses qui peuvent venir parce que tu te reconnectes à toi et au sens que ton business a pour toi. Donc, tu trouves des nouvelles idées, tu trouves des petits millimètres qui, dans quelques mois, donnent des centimètres énormes. Ouais. Donc, ça, c'est super intéressant. Ok. Ah, c'est cool. On va jouer un petit jeu. T'es OK ? Vas-y. C'est un jeu que j'ai mis en place dès le premier épisode, mais je l'ai un petit peu modifié. Donc, les 5 premiers épisodes, il y avait ce jeu-là. Là, je vais le changer un petit peu. Ça va permettre aussi aux gens d'en découvrir un petit peu plus sur toi. Dis-moi ton film préféré. Le premier qui me vient, sans réfléchir, c'est Vice Versa. C'est un dessin animé déjà. Ok. C'est pas un film et c'est So Coaching, ce dessin animé-là. C'est, tu sais, tous les petits personnages qui représentent chacun une émotion. Tu l'as pas vu, ce dessin animé ? Non, j'ai jamais. Promets-moi d'aller les voir. Il faut que tu le regardes. Je sais pas si je peux te le promettre parce que déjà les films, je les regarde pas. Mais ok. Ton plat préféré ?
Ça s'appelle les carbantos. Ça n'existe pas. C'est des carbonara revisités. Mon mec s'appelle Anto. Ok. Tu vois, Ah, carbanto. c'est lui qui te le fait. Voilà, donc viens manger à la maison, je te ferai goûter. Ok, ça roule. Ta boisson préférée? La pina colada sans alcool. Je Ok. bois pas d'alcool du tout. D'accord. Ton lieu de vacances préféré? Palma, au Baléares. Parce que j'ai vécu là-bas, donc émotionnellement, il y a un truc. Mais il y a plein d'autres beaux endroits dans le monde. Ouais, faut tous les avoir fait, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Ton livre préféré? En ce moment, ça va peut-être changer parce que j'en lis un nouveau, mais pour moi, le meilleur livre que j'ai lu de toute ma vie, c'est Kilomètre Zéro, qui est un livre ça me de parle. développement personnel. C'est D'accord. quelqu'un qui part à l'étranger, j'en raconte pas trop, mais grosse prise de conscience personnelle à tous les niveaux, que tu sois élevé ou non dans ton développement perso, t'apprends forcément quelque chose. Tu rigoles et tu pleures. Tu le conseilles? Ah ouais, Ok. de ouf, les yeux fermés. Ça roule. Ta personnalité publique préférée? Ah. Alors, c'est pas forcément... C'est une personnalité publique, mais d'un plus petit public que pourraient l'être les présidents, les acteurs ou autres, mais c'est Alex Viseo. C'est un type qui était blogueur voyage, qui aujourd'hui est spécialisé dans le personal branding, Ok. qui a des très belles valeurs, forcément qui collent un peu aux miennes, parce que je me retrouve là-dedans. Et c'est un mec ultra authentique, qui donne la joie de vivre, qui partage avec authenticité, qui est toujours au taquet. Donc, j'irai Alex Viseo, même s'il n'est pas trop connu. Ok. Il est français? Il est français. Peut-être un prochain invité. Ouais, grave, carrément. Ton animal préféré? Ma chienne, Malou, Ok. Golden Retriever. Ouais, chien en général, quoi. Ouais. Du coup, ok. Ton mois de l'année préféré? Le mois de mars. Parce que mois de mon anniversaire, printemps, soleil, convivialité, chaleur. Ok. Ton jour de la semaine préféré? Vendredi. On Ah ouais. savoure. Ouais, la week-end. fin, et depuis que je suis entrepreneur, le vendredi, je travaille que le matin. C'est juste génial de dire t'as un week-end un petit peu en avance, t'as le week-end qui arrive, tu t'y prépares. Ouais. C'est une bonne journée. Ta musique préférée? Oh là là. Ou le style de musique ou ton artiste préféré, peut-être? En ce moment, c'est Ben Mazoué. Je connais pas. Non. Tu écouteras, tu verras. Ouais, ça, par contre, la musique, ok. Ouais. Les films, je peux pas promettre, mais ton acteur préféré ou actrice? Je crois que j'en ai pas. Je suis pas branchée. J'adore les films et tout, mais je suis pas du tout. Je retiens pas les noms d'acteurs, les noms de réalisateurs. Je pense pas que j'en ai. Ça me viendra peut-être plus tard, mais là non. Ça roule. Au bout d'un moment, elle va me dire Brad Pitt. Oui, c'est ça. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ouais, très bonne question ça. Très bonne question. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, il y en a eu tellement. Je pense que celui qu'on m'a le plus répété, c'est arrête de réfléchir et fonce. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Ta couleur préférée? Bleu. Ok, c'est plus Ça, radical. c'est bon. Hein. Voilà, ton fruit préféré? La framboise. Ah, Ouais. bienvenue au club. Ah ouais? Ouais. C'est Ah, rare, je une kiffe. une bonne framboise. En plus, ça a une certaine valeur, tu vois. Et en même temps, c'est accessible. Ouais. Comme nous. Puis ça pousse partout. Oui. Pas comme nous. C'est ça. Ok, et puis on va poursuivre le jeu avec le tu préfères. Ça, c'est quelque chose que je fais grave. tout le temps. Vas-y. Je vais pas tous les faire. Tu préfères burger ou pizza? Oh, ça... si elle est maison, pizza. Ok. Harry Potter ou Seigneur des Anneaux? Aucun des deux. C'est vrai? Ah ouais, non. J'ai pas les refs. Ah ouais, t'aimes J'ai pas? jamais vu Seigneur des Anneaux. Non. Eh ouais. Je suis What? partie de cette team. Ah ok. Je J'espère que vous aussi. suis pas sûr. Hein. Ah, je suis pas certain. Océan ou montagne? Pays Basque, pour avoir les deux. C'est pas possible. Alors, océan. Ouais, bon bah. ok. Si à choisir, océan. D'accord. Sport ou canapé? Sport. Ok. Rap ou rock? Rock. Ville ou campagne? Campagne. Plus d'argent ou plus de temps? Plus de... Les deux sont liés, mais plus de temps. Plus de temps. Ok. Sunrise ou sunset? Sunset, je suis pas une lève-tôt. Ah ouais, ça va. Ouais, non. Et fruits ou légumes? Fruits. Les légumes, ça se cuisine trop, c'est trop long. J'avais une question tout à l'heure, ouais, par rapport au jour de la semaine préféré. Tu m'as dit le vendredi. Ouais. Ça m'a mis une question dans la tête. Est-ce que tu te structures? Comment tu t'es structuré? Est-ce que tu te fais un emploi du temps déjà? Ouais. Est-ce que le fait que tu aies des clients te conditionne à avoir un emploi du temps? Et si oui, comment? Je pense que les clients me conditionnent à avoir un emploi du temps.
beaucoup plus que moi-même, parce que moi, je fais en fonction de mon envie. Chaque semaine est différente. La seule chose qui est commune, c'est que, sauf exception, le lundi matin, je n'ai plus aucun réveil. C'était mon objectif, tu vois, de fin de salariat. Je voulais plus de réveil le lundi. Parce que traumatisme de se dire, le week-end est terminé, le blues du dimanche, le lundi on se lève, on est crevé du week-end. J'avais plus envie. Donc déjà, tous les lundis matins, pas de réveil. Et je kiffe me lever le lundi matin. Je travaille jamais le vendredi matin. Donc je fais mon sport, je dors, je regarde des séries, des trucs, mais je fais rien, je travaille pas. Okay. Et à part ça, le vendredi après, je veux être dispo. Quand c'est possible, après, s'il y a du boulot, il y a du boulot. Et puis, je me suis laissé un objectif que, une fois que je serai maman, c'est pas prévu pour l'instant, mais j'ai vraiment cette volonté d'aller chercher mes enfants à l'école, de pouvoir les emmener. J'ai envie que mon boulot soit autour de ma vie perso et pas l'inverse. D'accord. J'ai envie d'aller au sport. Si j'ai envie d'aller au sport le mercredi matin, j'y vais le mercredi matin et je bosserai un peu plus tard le mercredi, mais je me programme pas vraiment d'emploi du temps. Ok, il faut que ton boulot, en gros, soit compris dans la structure vie perso, quoi. Ouais, complètement. Okay. Parce que j'estime que si ma vie perso n'est pas satisfaisante, en tout cas si je me sens pas bien là-dedans, si j'ai pas fait suffisamment de sport, si j'ai pas eu mes soirées entre amoureux, mes soirées avec les potes, la salsa le jeudi, si j'ai pas tout ça, je pourrais pas être efficace et créative au taf. Ah ouais, d'accord. Okay. J'arriverai. C'est un truc... Après, peut-être parce que le coaching est un métier tellement proche de ma personnalité à moi que j'ai besoin de moi être en énergie haute pour bosser correctement. D'accord. Et tu arrives à bien dissocier les deux, vie perso et pro? C'est pas évident. Quand t'es par exemple avec ton chéri, le soir, je sais pas, vous regardez une série, vous êtes posé ou quoi, est-ce que t'arrives vraiment à déconnecter tout le temps ou... Non, c'est franchement pas évident et ça fait partie des choses que j'ai mises en place. Je reçois plus de notifications, par exemple. D'accord. Tu vois, Messenger, je reçois rien. Instagram, je reçois que quand c'est des demandes, je crois, mais plus de messages, tant que je vais pas sur l'appli. D'accord. Donc j'ai créé le contexte pour que quand j'ai autre chose à faire, je fasse autre chose. Ok. Ça c'est bien, c'est important. Ouais. Mais il faut, parce que surtout quand tu ne partages pas ta vie avec quelqu'un qui fait le même métier. Il n'a pas à subir tout ça. Non, exactement. Okay. Ouais, c'est notre choix, c'est notre décision. Et voilà. Moi, j'avoue que j'ai vraiment du mal avec ça, et encore aujourd'hui. Hein. Ah ouais? J'ai trop du mal. Ouais, pour moi, c'est vraiment... C'est pas évident parce qu'on est passionné, quoi. Bah ouais, et puis j'aime bien être passionné, quoi. Ouais. c'est cool comme ressenti. Et puis après, on peut se laisser... Moi, je vois quand il va au foot le mardi, je sais qu'il rentre pas avant 21h, je sais que je bosse jusqu'à 21h sans aucun problème. Okay. Mais je me l'autorise parce que ma vie perso, à ce moment-là, j'ai envie de ça. D'accord. Mais c'est vrai que le week-end, j'essaie de pas ouvrir l'ordi du mieux que je peux, ou quand je suis avec des amis, ou là, tu vois, quand j'étais en Espagne pendant 5 jours, j'ai pas ramené l'ordi parce qu'il y a un temps pour tout. Et c'est génial d'être passionné, c'est génial de vouloir aider des gens qui sont réceptifs et tout ça, mais au bout d'un moment, il faut penser aussi à soi. Et l'énergie qu'on a pour notre boulot, on l'a aussi parce qu'on se donne aussi du temps pour nous. Donc pour moi, c'est important, tu vois. Ouais, du coup, est-ce que tu interviens auprès de personnes qui ont un manque de confiance en soi, et si oui, comment tu bosses là-dessus pour essayer de les booster? Ça peut être des éléments de réponse pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent aussi. Je pense que ça concerne beaucoup de personnes. Alors, la réponse, oui, déjà. Il y a toujours un lien avec la confiance en soi. Parce que c'est je pense, un des sujets les plus importants, une des raisons les plus importantes pour lesquelles les gens viennent en coaching. D'accord. C'est... quand on a besoin d'aide, quand on a besoin ou de conseils ou d'astuces ou de soutien, il y a forcément un lien avec la confiance derrière. Ça veut dire qu'on a peur de ne pas être capable, ou on pense ne pas l'être, ou tu vois, il y a toujours un lien. Ouais. Et comment ça se passe? Alors, c'est très long. C'est pas juste en une séance qu'on va booster la confiance, mais ça se fait parce que l'objectif, c'est de se reconnecter déjà aux ressources que les personnes ont en elles. Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui nous regardent et qui sont concernées par tout ça, déjà, ayez conscience des ressources internes, donc toutes les capacités, les compétences, les qualités, tout ce qu'il y a, les expériences qu'on a vécues, et puis toutes les ressources externes aussi. C'est l'entourage, le soutien des amis, la famille, du réseau pro, un collègue, n'importe qui. Tout ça, ça va être important. Donc déjà, prendre conscience des ressources qu'on a, et ensuite, comprendre pourquoi cette peur ou ce manque de confiance est là. Parce que ça, c'est un message. Et on a besoin de décortiquer un peu le message, tu vois, pour comprendre comment avancer. C'est ça qu'il faut analyser, du coup, plus que le simple fait du manque de confiance. Ouais. Quelqu'un qui arrive en me disant « j'ai pas confiance en moi », ok, qu'est-ce qui te montre déjà que t'as pas confiance? Quels sont les indicateurs? Ça, c'est une sensation. Moi, ce que je veux, c'est du factuel. Tiens, quand je vais en public, je suis devant une scène, je perds tous mes moyens, par exemple. Ou je parle à un de mes clients, j'arrive pas à lui expliquer ce que je dis parce que je bafouille alors que je bafouille jamais. Mais il faut des éléments tangibles parce qu'il faut se déconnecter de l'émotion. Une caméra, par exemple, ça peut être ça aussi. Hein.
Comment ça? Une caméra, ça peut aider, ça peut faire perdre en confiance les gens, quoi. Complètement. Et le retour aussi de se voir dans une caméra comme tu te vois là, de se dire oh punaise, est-ce que ça c'est bien mis, donc il y a plein de doutes, plein de questions qui arrivent. Vas-y. Plein de doutes, plein de questions qui arrivent et qui peuvent du coup cette confiance-là, elle peut être hyper impactée. Mais prendre conscience donc des ressources internes externes, ça c'est hyper important, et du message qui est derrière. Et une fois qu'on a décortiqué le message, paf, on va aller travailler dessus. Ça prend un peu de temps, mais franchement le travail, à partir du moment où on a compris ce qu'on valait, pourquoi on fait les choses et qu'on est capable de faire même plus que ce dont on pensait, ce dont on imaginait, c'est génial. Ça doit être encore plus enrichissant d'arriver à faire plus que ce que tu avais anticipé à la base. C'est toujours le cas. En coaching, c'est toujours le cas. Parce que les gens arrivent avec plein de barrières et moi, mon objectif, c'est de les démonter les unes après les autres. D'accord. Donc forcément... toi, t'arrives, tu détruis tout, quoi. Exactement. Ensemble. Mais du coup, c'est comme si tu avais une grande allée, tu vois, avec plein de petites barrières. Tu as des gens qui les surmontent gentiment, d'autres qui rampent en dessous, d'autres qui passent à côté. En coaching, on va essayer de les enlever carrément. On va les prendre, on va les mettre sur le côté. Et puis, comme ça, on peut taper des allers-retours. Et quelqu'un qui fait des allers-retours avec un terrain où les barrières sont sur le côté va pas aller à la même vitesse que quelqu'un qui les enjambe. Bien sûr. Tu vois l'image. Donc, c'est ça. Nous, on les enlève, on les démonte. Et on fait en sorte qu'il y en ait d'autres pour aller encore plus loin que là où on pensait aller. Et du coup, est-ce que tu adaptes ta méthode de travail selon les personnes avec qui tu travailles, justement? Oui, toujours. Ta manière de communiquer avec eux, ta manière d'utiliser tes mots Alors, les mots... Tout en restant toi-même, je pense, parce que c'est le plus important. Je pense que les mots, je pense que c'est inconscient. Parce que je n'ai pas l'intention de changer mes mots. Non. Par contre, il y a cette espèce de synchronicité. Là, tu vois, t'es droit, je me mets droite. Si tu étais avachi dans ta chaise, j'aurais envie de me le faire aussi. Il y a ce truc en coaching aussi. Tu t'adaptes vite à la personne à qui tu Complètement. parles. Et ça, c'est une capacité qu'on a travaillée en école de coaching. C'est-à-dire que... Mais ça, c'est pas quelque chose d'inné en toi? Peut-être. Parce Franchement, que t'as l'air hyper à l'aise du coup et peut-être que c'est quelque chose d'inné justement que tu te rends pas compte, mais que pas malgré toi, mais c'est peut-être une qualité justement que tu peux avoir en plus sans avoir besoin de la travailler forcément. C'est possible. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé, mais maintenant, en tout cas, j'ai conscientisé. Tu vois, peut-être que je l'avais déjà avant. Mais c'est important en coaching parce qu'on est toujours à la même hauteur que le client. Donc, si toi, tu parles vite, je vais parler vite. Si tu parles moins vite, je vais parler moins vite. D'accord, tu t'adaptes vraiment à la personne que tu as en face. Complètement, mais c'est complètement inconscient. Je le fais par habitude maintenant. Et est-ce que tu as toujours été comme ça dans la vie? Peut-être bien. C'est vrai? Ouais, je pense. Je pense que je vais poser la question autour de moi, mais je pense que j'étais comme ça tout le temps. Parce que c'est ce truc où tu communiques avec quelqu'un, il faut parler le même langage. Deux Français ensemble parlent français, un Français, un Anglais, tu vas adapter à celui qui parle la langue étrangère. Et je pense que dans le langage non verbal, c'est un peu la même chose. Si tu parles à quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui ou en elle, qui a besoin d'être boosté, il y a une énergie qui sort de cette personne-là qui va me donner envie de le rebooster, tu vois. D'accord. Avec qui je vais forcément être tactile, avec d'autres pas du tout. Enfin, tu vois, c'est... je pense que ça fait partie de moi, Je sais pas. Je pense. En tout cas, moi, je le perçois comme ça, donc je pense que c'est le cas. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail? C'est une question simple, mais pas qui évidente. Mérite tellement de réflexion et qui peut aller tellement loin. Ce qui me plaît le plus, égoïstement, pour ne parler que de moi au départ, c'est de faire quelque chose que j'aime et qui me fait vibrer. Ça, c'est ce que j'aime le plus. C'est me lever le matin et avoir hâte. Tu vois, de faire les choses. Là, j'ai hâte d'ouvrir mon ordi et d'avancer, de créer des choses, de mettre en place des trucs. Ça, c'est ce que j'adore parce que j'ai une valeur créativité qui est très forte et qui, du coup, est hyper comblée par ce métier-là, du fait d'être présente aussi sur les réseaux, etc. Et la deuxième chose qui est plus tournée vers l'autre, c'est juste de voir les gens évoluer. C'est... La progression et... Ah ouais. Et puis, même s'ils ne progressent pas très vite dans le factuel, dans les actions... Tu le vois dans la posture, tu le vois dans les yeux, tu le vois dans l'expression, dans le sourire, dans la manière dont ils arrivent en coaching en séance, d'une séance à l'autre. Et tu te dis, c'est l'ego qui parle là, dans ces moments-là, j'avoue, mais tu te dis que ton intervention dans la vie de cette personne-là, elle va avoir un impact sur le reste de toute sa vie. Tu vois puis pas seulement sa vie, parce que aussi tu peux voir ça plus large, parce que c'est sa vie d'entrepreneur. Donc sa vie d'entrepreneur peut avoir des conséquences positives, enfin pas des conséquences... Un impact. Un impact sur sa vie perso et son héritage. Enfin, j'en sais rien. Exactement, tu vois. Mais c'est vrai. Ça peut avoir un impact
peut-être même plus fort que ce que tu penses sur le moment, quoi. Donc oui, je pense qu'on peut même parler d'un impact collectif du coup, parce que quand tu travailles sur ta posture en tant que professionnel, forcément tu travailles aussi sur ta posture perso, dans ta vie perso. C'est-à-dire que moi en coaching avec mes clients, on va aller parler de leur rapport aux autres, la relation de couple éventuellement, parce que ça a un gros impact aussi sur la posture pro, surtout quand on est entrepreneur et qu'éventuellement on travaille de chez soi, sur le rapport aux amis, aux liens sociaux, au sport, au bien-être et tout ça. Donc en fait, tu sèmes des graines un peu partout et cette personne que tu coaches, elle va semer des graines par son nouveau comportement ou ses nouvelles habitudes chez d'autres personnes. D'accord. Et ça va faire un effet, tu vois. Ouais. C'est comme quand tu fais tes vidéos, tu inspires des gens qui, eux, vont aller inspirer d'autres personnes. Ça fait effet boule de neige. Le coaching, c'est pareil. Ok. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans ? Dans 10 ans, ça me paraît long. Ah ouais ? Parce que j'ai une visibilité sur jusqu'à 5 ans, si tu veux. Okay. Là, j'ai le projet du centre, comme je t'avais dit, qui ouvre en février. Et en fonction de ça, la vision derrière va évoluer. Mais grossièrement, dans 10 ans, je me vois en posture entrepreneur, toujours. Ça, c'est certain. Avec d'autres projets. Faire des conférences. Ouais, grave, pourquoi pas. Ça te fait kiffer ? Ouais, carrément. Là, je me suis rapprochée d'une école de commerce. Après, ça s'est pas fait parce que c'est autre chose encore et la cible est moins intéressante. Mais tu vois, pour donner, par exemple, des cours ou des choses comme ça, faire des interventions, je me suis renseignée là-dessus. Intervenir auprès de la CCI pour aller former des entrepreneurs au mindset, justement. Par le biais du centre, organiser d'autres ateliers en collectif et puis même aller au-delà. Moi, je rêve de faire un TEDx, tu vois, par exemple. Ok. Donc là, du coup, vu que l'épisode sort en mars, le centre est déjà ouvert. Ouais, carrément. Ok. Normalement, début février, mi-février, on ouvre et c'est génial, c'est un projet de plus, mais dans 10 ans, je me vois avoir plein d'autres projets comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une envie, tu vois, on a des potes avec qui on fait des soirées jeux de société et on n'a pas ça chez nous. Enfin, dans la ville dans laquelle on vit, dans le village dans lequel on vit, on n'a pas ça. Et ben, on est parti de là, on s'est dit, vas-y, on monte une asso alternative avec des jeux de société, des billards, des machins, des trucs, on organise des événements. Trop bien. Et j'étais à 2 doigts de lancer le truc officiellement, mais on s'est dit, stop, quoi. Mais pour te dire, l'esprit entrepreneurial, c'est aussi ça. C'est avoir un besoin, avoir une envie et trouver la motivation et se dire, vas-y, on y va, il n'y a rien qui nous arrête. Ouais, c'est du challenge, quoi. Ouais. Donc, plein de trucs comme ça. Ok, cool. Et du coup, ouais, dans 5 ans, pareil, tu te vois... t'as plus une visibilité pour 5 ans et pas pour 10. Ouais, parce que 10, je pense que mon projet du centre, de cette première année-là, va dépendre d'autres projets derrière. D'accord. Parce que peut-être que ça va me suffire, ce lieu-là, et puis ça va être satisfaisant, et ça s'arrête là, entre guillemets. Peut-être pas, et du coup... Peut-être que je vais avoir envie de plus, ouais. Peut-être qu'il y a déjà des personnes qui nous ont demandé de leur expliquer le concept pour le réaliser ailleurs, dans d'autres régions, donc peut-être le monter ailleurs. Ah, ok. Peut-être le monter au Pays Basque. Tu vois, pour aller, parce que j'ai toujours rêvé d'aller vivre là-bas, par exemple. Okay. Enfin, tu vois, c'est 5 ans, ça me paraît carrément réalisable. Je serai toujours là dans 5 ans. Ouais. Dans 10, je ne sais pas si je suis ici. D'accord. Tu vois, je peux être ailleurs, je peux être... Donc, je me laisse les portes ouvertes. Ok, ouais, de toute façon, tu n'as pas de frein. Aucun. Okay. Non. Ouais, c'est bien, c'est important. Ouais. Après, en tant que coach, si j'avais des freins, je pense que mon métier, ça serait du coup de les enlever. Ouais. Mais non, j'ai pas de freins. J'ai juste envie de me connecter à mes envies, à mes motivations, à ce qui me fait vibrer et de me dire que dans 10 ans, j'espère que je serai encore dans cette posture et que je continuerai d'avoir un quotidien qui me correspond, même si j'ai une vie de famille, même si, tu vois, j'ai pas envie que ce soit des barrières. J'ai envie de continuer à créer, à avoir une créativité débordante, à emmener les gens avec moi dans mes projets. Ouais. De toute façon, c'est ce qui te ressemble du coup, et peut-être que si jamais tu perds ça, tu perds tout intérêt à ton business, quoi. Ah ouais, je me vois, si je perds tout ça, je fane, tu vois. Ouais. Moi, j'ai besoin de vibrer, j'ai besoin de vivre plus qu'exister. C'est ma phrase. D'accord. Sur mon tableau de visualisation, justement. Au milieu, il y a écrit en gros en jaune, vivre plus qu'exister. Je veux pas juste exister, être là. Je veux ressentir, je veux partager, je veux être acteur de ta vie et pas observateur. Ouais, voilà. Et la partager avec des gens qui sont dans la même dynamique, tu vois. Ouais, ça c'est important. Mais c'est important de savoir bien s'entourer aussi. Ouais. Que ce soit les relations couple, amicales, famille, tout ça, mais aussi pro, quoi. De toute façon, au plus tu te connais toi-même, au mieux tu vas t'entourer. Ouais. Parce que moins tu te connais, plus tu as des suppositions sur tes valeurs, tes objectifs, tes envies, tes machins, plus tu vas tomber sur des gens qui ont aussi des suppositions sur eux-mêmes. Ouais. Donc le cœur à cœur, il est impossible à ce moment-là. Bah oui. Plus tu te connais, plus tu es authentique et plus tu tombes sur des gens qui, comme toi et moi, ont des discussions pendant des heures. Bah c'est ça. Et puis après aussi, en plus de ça, plus tu peux faire le tri déjà dans ta vie de tous les jours sur quelles sont tes fréquentations. Tu peux entre guillemets te débarrasser de certaines personnes qui sont un peu néfastes pour toi. Ouais. Ça m'est arrivé, ça arrive à plein d'autres personnes.
Mais faut pas le voir comme quelque chose de négatif, mais plus t'avances, t'as une vision de la vie qui est complètement différente de celle d'une autre personne, et c'est ok, quoi. Ouais. Et puis c'est pas bénéfique pour toi forcément de te calquer à quelqu'un, tout comme c'est pas bénéfique pour l'autre que tu sois toujours là. Bah ouais. Tu vois, parce que chacun a son champ de responsabilité et d'action. Et tu vois, j'imagine, quand tu parlais des personnes nocives ou toxiques ou négatives, ces gens-là, ils ont aussi besoin de reprendre à un moment leur part de responsabilité et d'avancer en solo. C'est ça. Et c'est pas parce qu'on est des personnes plutôt avec la joie de vivre et tout ça qu'on doit être là. Ouais. On doit être là pour nous avant toute chose, parce qu'on est la seule personne avec laquelle on va passer notre life, en fait. Bah ouais. Donc, t'as tout dit, autant que ça se passe bien, tu vois. Ouais, c'est clair. Il faut être en phase avec soi-même, et c'est hyper important, quoi. Ok, on va terminer l'épisode avec un conseil. Est-ce que tu as un conseil à donner à un jeune entrepreneur qui se lance ou quelqu'un qui veut se reconvertir? Quel est le premier conseil que tu pourrais lui donner? Le premier conseil que je donnerais, c'est de travailler sur soi avant de travailler sur le business, la stratégie, le truc. Parce que le plus important quand on se lance là-dedans, c'est d'être OK avec soi-même, tu vois, d'être aligné à nos valeurs, juste de vibrer, en fait. Ouais. Le conseil que je donnerais, c'est n'oubliez pas de vibrer, juste kiffez votre vie, vous êtes là pour ça, et vous avez fait vos choix entrepreneuriaux pour ça, quoi. Et toi, aussi. C'est un process que tu as mis en place quand tu t'es reconverti aussi? Ouais, ça m'a animée. Hein. C'est grâce à cette flamme, cette vibration, que j'ai quand même quitté un salariat avec un CDI, avec un salaire hyper convenable, bien plus haut que celui que j'ai aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, pour l'instant en tout cas. Et j'avais des primes, on avait quand même pas mal d'avantages en tant que salarié dans une boîte. Donc, il faut l'avoir, cette vibration, parce que sans ça, on perd le sens. Mais tant que tu as du sens, tu te lèves le matin, peu importe l'heure, même quand tu n'es pas matinal comme moi, tant que tu as du sens, tu sais pourquoi tu le fais, tu vois. Donc, moi, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas oublier qui ils sont et de rester fidèle à la personne qu'ils ont envie de devenir. Ça, c'est le plus important. Moi, je pense que c'était le mot de la fin. Écoute, merci à toi. Merci beaucoup pour ton invitation. Merci à toi. Et puis, bon courage pour le montage. T'inquiète, ça va le faire. On aurait pu rester des heures. C'est clair. Je vous laisse vous abonner aux chaînes, noter le podcast sur les plateformes, faire votre retour, peu importe comment vous le faites, mais faites des retours, c'est important. Merci à toi, Camille, et puis on se voit au prochain épisode. Ciao. Ciao.